Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui les enfants, nous allons tester une petite console chinoise de rétro-émulation, la LD300, que beaucoup de gens connaissent aussi sous le nom de Pokidi P90, parce que les produits chinois c'est un peu comme les médicaments, il y a les marques et puis il y a les génériques. Donc là c'est la version générique, mais c'est exactement le même produit. Le but de cette console, c'est d'essayer de se positionner à mi-chemin entre la Pocket Go, qui avait un tout petit Proco et un tout petit écran, et de la New Pocket Go, qui avait un grand écran et un gros processeur. Ici, on a le grand écran, mais on conserve le petit Proco, et ça permet à cette machine de coûter seulement 30-35 €, là où la New Pocket Go coûte quasiment le double. Donc c'est quand même un concept intéressant, surtout pour ceux qui trouvaient l'écran de la Pocket Go de base vraiment trop petit. Est-ce que néanmoins ça vaut le coup, si vous n'avez pas le budget, de prendre ça plutôt que de prendre une New Pocket Go? C'est parti pour le test. Qui dit produit générique dit en général emballage assez sobre, ce n'est pas la LD300 qui pourra vous dire le contraire. Il y a juste marqué LD300 ici, on a un blueprint en perspective du produit, une étiquette qui a été mal décollée d'ailleurs par l'expéditeur, j'ai essayé d'en décoller un peu plus mais ça foutait des résidus de colle partout, j'ai laissé tomber. On voit ici quelques caractéristiques, le fait qu'on est sur un OS 64 bits, en fait il s'agit tout simplement de Dingus, les quelques consoles qui sont émulées, on peut mettre le système dans plusieurs langues, et ici quelques explications très basiques sur le produit. Le déboîtage est très simple, couvercle tout bête, la console dans un sachet plastique tout bête, une cale de mousse et de carton toute bête, une notice toute bête aussi, qui est d'un côté en anglais, de l'autre en chinois. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire, hein. C'est vraiment, vous savez, c'est le genre de notice qui vous dit pour appuyer sur le bouton B, appuyez sur le bouton B. Donc des choses pas vraiment très intéressantes. La bonne surprise néanmoins dans l'emballage, c'est que le câble de recharge est au format USB type C et non pas en format micro USB. Donc on pourra mettre le câble dans les deux sens, et si vous avez un smartphone un tant soit peu moderne, vous pourrez utiliser le même câble pour recharger votre console et votre smartphone. C'est le genre de petite attention qui fait toujours plaisir. La console est disponible dans plusieurs coloris, mais moi j'ai reçu la console en version transparente, et j'aime toujours bien moi les consoles transparentes, on peut voir les entrailles. En plus le PCB est noir, donc c'est quand même assez classe. Il y a un certain soin apporté au produit, ça fait pas cheap, en dépit de son tout petit prix, ça fait plutôt plaisir. En plus on a une micro SD ici de 16 Go qui est directement incluse avec plein de jeux dedans. Donc il manque vraiment pas grand chose. Ici on a la prise jack pour le casque, les boutons qui sont de bonne qualité. J'ai été agréablement surpris notamment par la croix directionnelle. Bon, le stick un peu moins, mais de toute façon à mon avis ce stick il est juste là pour la figuration, parce que vu le petit Proco là-dedans, vous n'allez pas jouer à Spyro le Dragon ou à tous ces jeux PS1 full 3D, hein. Vous allez plutôt jouer à des petits jeux PS1 tout simples. Cette console, hein, le Proco, souvenez-vous, a déjà du mal à faire tourner la Super Nintendo. Alors forcément, la PlayStation, c'est encore moins facile. Mais en tout cas, les contrôles répondent tous très bien. Par contre, il n'y a que les boutons L et R, il n'y a pas L2 et R2. Donc je trouve ça un peu bizarre d'avoir un stick pour la Play, mais pas les boutons L2 et R2 qui sont à mon avis plus importants. Le petit système de recharge ici, hein, donc en USB type C comme le câble. La molette pour le volume ici à l'ancienne, moi j'aime bien ce genre de petits trucs, c'est plus précis je trouve que des boutons plus-moins. De l'autre côté on a le bouton Power, et petite surprise intéressante, la batterie de ce produit est amovible. On peut ouvrir la trappe ici et accéder à la batterie et la changer. Voilà. En plus c'est une batterie de chez Nokia, donc une batterie que vous pourrez vous procurer assez facilement. Les haut-parleurs sont à l'arrière, mais au moins il y en a deux, on aura donc du son stéréo. Voilà, donc pour un truc qui coûte 30 balles, je trouve qu'on n'est pas volé. Le seul gros défaut que je vois, moi, à la partie externe de la console, c'est que l'écran, ici, c'est du plastoc, c'est pas du verre trempé, comme par exemple sur les Pocket Go, et du coup, ça se raye assez facilement. L'interface d'un tel produit ne réserve pas vraiment de surprise, hein. On est sur du Dingus, donc on navigue avec la croix directionnelle dans les différentes sous-sections, et on utilise les boutons L et R pour passer d'une section à l'autre dans les menus. Donc on a la section système, la section des émulateurs, la section des jeux qui peuvent tourner sur ce produit, et les options, comme par exemple le simple fait de pouvoir éteindre le produit. Donc la chose la plus intéressante, ce sont clairement les émulateurs. On va directement passer à de la Mega Drive, on fera de la Super Nintendo ensuite, et on finira avec de la PlayStation. C'est pas la peine de tester les petites machines.
Vous vous doutez bien que ça va marcher. Allons-y pour Sonic 3. On commence avec du classique. Donc, comme sur la première Pocket Go, on n'a pas de screen tearing évident, apparent. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Le framerate est pas mal. Je vois bien qu'il y a quand même quelques frames qui sautent, mais c'est vraiment pas gênant. Hein. La Mega Drive fait typiquement partie de ces machines qui seront émulées sans problème sur ce genre de petites bécanes. Même si on sent bien qu'on est quand même à la limite, c'est parfaitement jouable. Par contre, qu'est-ce qu'on est nul aux jeux vidéo quand on... Je sais plus si j'ai déjà pris le bonus stage ici, oui. Enfin voilà, vous voyez que ça défile sans screen tearing et que la fluidité est plutôt bonne sur la Mega Drive. On va passer tout de suite à une console qui fâche, la Super Nintendo. J'ai baissé la qualité sonore au maximum pour essayer d'augmenter la fluidité, mais par contre j'ai activé la transparence parce que plein de jeux Super Nintendo sont totalement injouables hein, quand on désactive la transparence, donc c'est même pas la peine. Essayer de prendre Yoshi pour voir. Non. J'essaye de garder la console bien droite pour que ça bouge pas pendant que je filme, et du coup, c'est pas évident de jouer. Donc vous voyez que le scrolling est quand même assez potable, même s'il y a encore une fois du drop de framerate, un peu plus que sur Mega Drive. Enfin, on arrive quand même à s'en sortir, ça reste jouable. Mais bon, là j'ai mis un jeu tout simple, hein, Super Mario World. Si je mets un jeu plus compliqué comme Mario Kart, ça va pas être la même salade. Le dire c'est bien, vous le montrer c'est mieux. On va jouer à Super Mario Kart. Voilà, je mets tous les réglages de base. Je vais prendre le perso que je maîtrise le mieux. Ce ne sera pas du luxe sur ce genre de config pour filmer. Voilà, donc voilà, on a vu déjà hein, que le framerate n'était pas terrible. Voilà, vous voyez, ça rame là, hein, on est à, je sais pas, peut-être 10-12 frames secondes, hein, pas plus. C'est pas injouable, mais c'est super désagréable. Et puis bon, évidemment, vous avez un temps de réponse qui est moindre, puisque vous loupez des frames, donc il y a des choses qui vous arrivent dessus sans que vous ayez le temps de les voir. On est vraiment trop juste hein, sur un petit produit comme ça pour les jeux Super Nintendo les plus demandeurs, donc voilà, sachez-le. C'est faisable, mais c'est pas vraiment recommandé. Concernant la PlayStation, le fabricant a été malin de mettre des jeux qui ne sont pas très demandeurs en puissance. Là, par exemple, c'est Resident Evil 2. Resident Evil 2, il n'y a que les personnages qui sont en 3D, hein, tous les décors sont en 2D, donc forcément, c'est moins demandeur en puissance. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est jouable pour autant ? Je ne sais pas, on va essayer. Vous voyez, déjà, on entend que la musique, ça saute. Donc je pense que la console a quand même vraiment du mal à tout faire tourner. Je sais pas si on va avoir grand-chose. Oui, je pense. Oh, ça vibre. Il y a les moteurs de vibration, dites donc, là-dedans. Ça veut dire en plus qu'on a la version DualShock de Resident Evil 2. C'était pas le cas forcément de toutes. Je vais mourir très vite, hein, mais c'est juste pour vous montrer que c'est jouable. Mais là, vous voyez, hein, tous les décors sont en 2D, donc forcément, c'est un peu moins demandeur. Mais c'est étonnant de voir qu'on arrive sans problème à jouer à ça, alors que la Super Nintendo est en grosse galère. Donc il y a aussi une part de responsabilité du software. Hein. Mais bon, pour le joueur, ça change rien. Hein. Ça rame sur la Super Nintendo, parce que le Proco est trop juste pour l'émulateur qui tourne sur la machine. C'est le résultat qui compte. Mais voilà, on peut quand même jouer à pas mal de petits jeux sur pas mal de petites consoles pour un produit qui coûte 30 balles. C'est quand même plutôt pas mal, je trouve. J'en arrive déjà à la conclusion de cette vidéo. Je ne vais pas vous faire tourner 36 jeux, hein. On a déjà testé les deux autres Pocket Go. Je pense que vous savez à peu près comment ça tourne, tout ça. Le produit essaye de se positionner donc entre la Pocket Go et la New Pocket Go. Il a un écran intermédiaire, beaucoup plus grand que celui de la Pocket Go, mais un peu plus petit que celui de la New Pocket Go. On a le stick analogique sur ces deux machines-là alors qu'il n'y était pas ici. Par contre, on n'a pas les boutons L2 et R2 alors qu'ils étaient sur cette version-ci. Et puis surtout, on conserve le petit Proco de la version de base, ce qui rend notamment les jeux Super Nintendo un peu délicats à faire tourner.
Néanmoins, le prix est évidemment l'élément le plus déterminant. Cette console coûte à peu près dans les 20-25 €, et celle-ci dans les 70-80 €. Et là, on est sur 30-35 € seulement. On a quand même un beaucoup plus grand écran que sur la Pocket Go, qui était vraiment rikiki, hein. Il fallait vraiment avoir de bons yeux, une bonne vue pour s'y retrouver sur la Pocket Go. Donc, c'est une console intermédiaire réussie. On a des avantages du modèle le plus cher, et pas certains des inconvénients du modèle le moins cher. Mais on regrettera quand même deux choses, bien sûr, de ne pas avoir le Proco qui aurait permis de faire tourner la Super Nintendo à fond. Pour ça, il faudra dépenser 2 fois plus d'argent et vous acheter la New Pocket Go, puisque celle-ci coûte 2 fois moins cher que celle-là quand même. Et puis, un autre regret, mais plus d'ordre esthétique, celui-là. Ici, même sur le modèle pas cher de la Pocket Go, on avait du verre sur l'écran. Là, on a du plastique. Et c'est un peu la foire à la micro-rayure. C'est pas évident de vous montrer, mais juste en astiquant un peu l'écran avec un Kleenex, qui est abrasif d'ailleurs, hein, ne faites jamais ça sur les consoles auxquelles vous tenez, et ben j'ai déjà pas mal de petites micro-rayures un petit peu partout. Mais globalement, quand même, compte tenu du prix auquel il est vendu, c'est un très très bon produit. Si vous voulez une petite console à emmener en vacances, un truc pas cher pour pouvoir jouer à vos jeux rétro, je pense que c'est un achat qui peut valoir le coup, vraiment. Mais c'est clair que si vous avez le budget, si vous avez quelques dizaines d'euros de plus, je vous conseille quand même de prendre celle-là. Et bien voilà, c'était le test de la LD300. C'est une petite console chinoise qui ravira les gens qui ont la vue qui baisse et qui ont une petite bourse. Rapport à l'argent, hein. Une bourse pour l'argent, hein. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!